Bien. Alors maintenant que nous avons téléchargé tout ce qu'il y avait à télécharger, on va devoir installer et mettre en place l'environnement Spark. Alors pour cela, première chose à faire, c'est de mettre en place en fait les variables d'environnement dont on a besoin. Donc déjà pour commencer, je vais utiliser l'utilitaire Vim pour en fait manipuler les fichiers. C'est un utilitaire que j'aime beaucoup, c'est juste un éditeur de fichiers que j'aime beaucoup dans les environnements Linux. Par contre, ça peut en dérouter quelques-uns qui ne sont pas habitués. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Vim, vous pouvez utiliser Nano par exemple, ou tout autre éditeur de texte que vous préférez, il n'y a aucune différence. Alors, je vais commencer par ouvrir le fichier bashrc. En fait, c'est le fichier qui va être exécuté au démarrage du bash, et donc c'est là où on va définir l'ensemble des variables d'environnement dont on a besoin. Alors là, il me dit que Vim n'est pas installé, donc on va d'abord commencer par installer Vim. Une fois c'est fait, on pourra l'utiliser pour ouvrir donc notre fichier et le modifier. Donc les deux variables d'environnement qu'on va devoir définir, c'est la variable Spark Home qui va contenir donc le chemin vers Spark, et puis la variable Path pour pouvoir lancer directement donc les exécutables ou les commandes qui se trouvent dans Spark sans avoir à écrire donc la totalité du chemin. Donc on va donc ouvrir le fichier bashrc. Donc avec Vim, en fait, ce que j'apprécie, c'est que c'est assez facile, si on connaît toutes les commandes, c'est assez facile de se déplacer dans le fichier. Donc là, par exemple, je vais aller à la fin du fichier, je vais taper G majuscule. Voilà, donc je suis à la fin. Et puis je tape O pour insérer une nouvelle ligne, et donc vous voyez que le mot insert a été écrit. Ça veut dire que maintenant je suis en mode insertion et que je peux écrire. Donc maintenant si j'écris O, il va écrire O, il ne va pas juste créer une nouvelle ligne. Donc si je veux revenir au mode précédent qui va utiliser les commandes, il suffit que je tape sur Escape, échappe. Donc je vais exporter maintenant les deux variables d'environnement dont j'ai besoin. Donc la première, c'est Spark Home qui va contenir donc le chemin suivant, donc /opt/spark. Donc c'est là où nous avons mis tout à l'heure le répertoire d'installation, le répertoire de Spark. Ensuite, je vais définir le path. En fait, je vais rajouter au path par défaut de Linux, je vais lui rajouter le chemin de /opt/spark /bin, donc le répertoire bin, ainsi que le répertoire sbin de Spark Home. Maintenant, tout ce qui se trouve sous ces deux répertoires, je peux les lancer directement sans avoir à écrire le chemin en entier. Donc Spark Home. Alors il y a un dollar en plus. /sbin. Voilà. Donc je vais quitter le mode édition, je vais taper sur échappe. Ensuite, pour quitter et sauvegarder, donc je vais taper $W. Voilà. Donc là, j'ai quitté le fichier bashrc, et donc maintenant je vais en fait le charger pour qu'il puisse le prendre en considération sans que j'ai besoin de redémarrer. Donc là, je vais mettre source /.bashrc. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir démarrer un serveur master en standalone. Donc, il suffit que je tape start master. Là, je peux utiliser la tabulation et il va me terminer automatiquement le contenu, simplement parce que j'ai rajouté dans le path le répertoire bin dans lequel ce fichier startmaster.sh se trouve. Donc là, quand je vais lancer, il va me démarrer donc le processus master, qui est le driver finalement de notre Spark. Donc on peut vérifier que le serveur est bien démarré en tapant JPS. Donc JPS, ça veut dire affiche-moi les processus Java. Donc Java, J pour Java, et puis PS pour c'est un peu comme la commande PS de Linux. Donc là, il me dit qu'il y a deux process qui tournent. Il y a un process qui s'appelle master, et puis il y a le JPS lui-même qui tourne. Donc là,
donc je peux vérifier que c'est bien démarré. Donc il suffit que j'ouvre un navigateur sur ma propre machine. Là je suis plus dans le conteneur mais sur ma propre machine, et que je tape localhost 2.80.81. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit que le port 8081 de mon localhost va pointer sur le port 8080 du conteneur. Donc là, tout ce qui a été déclenché sur le 8080 s'affichera ici. Donc si tout se passe bien, on va retrouver, voilà, le Spark Master. Donc là il me dit que donc Spark Master tourne bien. Là il me dit qu'il n'y a j'ai aucun worker, j'ai aucune running application, il n'y a pas de complete application, il n'y a rien, bien sûr, puisqu'il tourne tout seul pour l'instant. Donc une fois c'est fait et que c'est vérifié, on pourra démarrer un processus worker. Donc pour ça, donc si je reviens ici à mon web, je remarque que le master tourne en utilisant cette URI qui est Spark 2.7077. Donc ça c'est là où tourne le Spark Master. Donc à ne pas confondre avec le 8080 qui est la web page donc c'est un peu l'application web qui va me montrer ce qui se passe dans le master, et là c'est le master lui-même. Donc là j'aimerais déclencher ou démarrer un process esclave, un process worker qui travaille avec ce master là. Donc pour cela je vais appeler startslave.sh et je vais lui donner le chemin du master tel que cela a été défini, qui est 70-77. Donc là, il vient de démarrer un worker. Donc si je fais JPS, là il me dit tu as un master, un worker et ton JPS. Donc là, en revenant sur la page web, on constate qu'on a un nouveau worker qui s'affiche, donc qui a été déclenché, et on pourra vérifier que tout marche bien en lançant un Spark Shell. Donc en fait, Spark Shell va vous permettre d'utiliser Spark de façon interactive, c'est-à-dire qu'il va fonctionner comme un shell. Donc on va pouvoir écrire des commandes Spark en Scala, donc dans ce cas, directement, qui seront exécutées au fur et à mesure, au lieu de devoir écrire tout un code et puis de l'exécuter en entier. Là on pourra l'utiliser de façon plutôt interactive. Voilà, donc si ça s'affiche, ça veut dire que c'est bon, Spark est bien installé et qu'il commence à s'exécuter. Voilà, pour sortir d'ici, il suffit de taper CTRL-C et hop, on est dehors.